Ça fait déjà pas mal de temps que, chaque matin, je me réveille avec la légèreté du mec dont l'unique préoccupation du jour sera sa petite poire. Personne d'autre à dorloter et à nourrir. Pas de conversation à mener, pas de nouvelles à prendre des uns et des autres. Seul, égocentré et sauvage. À quelques jours près, cette situation dure depuis une dizaine de semaines. J'ai bien du mal à être plus précis, n'ayant pas eu la présence d'esprit d'entamer un calendrier dès les premiers jours, j'en suis vite venu à perdre le fil du temps. La chronologie est floutée, et ça aussi, c'est très agréable. Mon dernier souvenir du monde d'avant est une biture. Le nouveau monde, je l'ai donc découvert avec une énorme gueule de bois. J'ai passé les 2 premières journées à errer dans un environnement familier, mais dépouillé de toute existence humaine, oscillant entre hébétude totale, appréhension et excitation. Une petite voix m'a tout de suite susurré ce qu'il en était. « Tu es le dernier, mon con, ils sont tous morts. » Même si cela peut paraître curieux, je n'ai pas été plus déstabilisé que ça. Je me suis rapidement assuré de ma solitude totale en faisant un tour complet du village. J'ai utilisé une voiture laissée à l'abandon avec les clés de contact dessus, et j'ai poussé jusqu'au village voisin. Puis à la ville-préfecture. Pas âme qui vive, et plus dingo encore, pas un seul cadavre. L'humanité totalement escamotée, à l'exception de moi-même. Un pur fantasme égocentrique. Le coup de la voiture, je l'ai fait plusieurs fois dans les semaines qui ont suivi, vidant les réservoirs sans peur de la panne, passant d'un 4x4 à un cabriolet, sauvagement, librement. Plus tard, j'ai préféré le vélo. J'ai agi de même pour le logement, changeant de maison selon mon bon plaisir, toutes m'appartenant de fait. Aujourd'hui, je suis installé dans une maison bourgeoise en plein cœur du village. Le bureau est cossu, je suis bien. La pénombre est bienveillante, sans menace. J'écris avec un stylo à plume de prix et j'utilise un cahier aux pages épaisses. Ce sera mon journal de bord post-apocalyptique. L'œuvre parfaite, celle qui ne sera jamais lue. Je suis retourné une seule fois dans ce qui était mon foyer, histoire de vérifier si l'obsolescence programmée du genre humain concernait également ma famille proche. Absolument personne dans ces pièces où j'ai vécu plus de 20 ans. J'ai pris quelques affaires, mon rasoir, mon parfum, et je suis parti sans me retourner. Je n'y suis jamais revenu. Pour la bouffe, franchement, c'est le rêve. Les premiers jours, j'ai tapé dans le rayon des produits frais du supermarché avant qu'ils ne soient périmés. Puis je suis passé aux autres rayons, avec les montagnes de légumes secs, conserves, gâteaux et autres produits suremballés à ma disposition. J'ai de quoi me nourrir pendant plusieurs années. Et je n'écarte pas l'idée de faire un potager. Donc, je reprends. Chaque matin, le programme, c'est de protéger mes miches de dangers indicibles et peut-être totalement imaginaires, ce qui pimente un peu la situation. Objectif, ne pas se faire oxyre puis désosser par quelque humain rendu à la sauvagerie. Je surveille mes arrières dans le silence flippant du présent, celui de l'après. L'approvisionnement en nourriture ne constituant pas en soi un problème, la fin du monde est pour moi le début d'une grande et excitante aventure, l'opportunité que j'ai attendue toute ma vie. On l'aura noté, je présuppose qu'une potentielle rencontre avec un congénère sera nécessairement funeste. Depuis l'apparente, puis évidente, disparition des humains de mon biotope, je n'envisage pas de croiser d'autres survivants autrement que dans la violence. Avant cet événement, la ritualisation de ma vie avait atteint un sommet de sophistication qui, je me rends compte à présent, portait en elle la menace d'une extinction de grande ampleur de tous les êtres de mon espèce. En ce temps-là, dans cette vie-là, ma jolie épouse s'extasiait volontiers de mon aptitude naturelle à rendre la vie facile et joyeuse aux quelques êtres vivants auxquels j'étais censé être attaché. Elle-même, donc, sinon pourquoi tant d'extase, nos 2 enfants, bien foutus, malins,
Dominateur et ultra-consommateur, mes parents à qui tout fut pardonné en temps et en heure, mon employeur qui me surpayait en échange de mes compétences lucratives, tout en me laissant le plaisir de m'essuyer le fondement avec le concept hiérarchique, mes voisins, avec qui nous partagions un oxygène relativement sain et un espace de vie qui ne nous posait pas question, ou pas longtemps, de rares mais racées maîtresses qu'il me fallait garder tout à la fois attachées et à distance, des copains régressifs à souhait, auprès desquels j'assistais, avec une angoisse vernie de résignation, au naufrage mérité et inéluctable de l'idéal masculin. Le modèle de mon existence était un produit manufacturé, enveloppé et livré par une société agitée par le fric et le pouvoir, un modèle accepté sans lutte par moi-même et quelques milliards de congénères. Certains, floués par la partialité du système éducatif, tiraient le diable par la queue, se contentant de regarder avec envie et sans espoir le spectacle de ce modèle. D'autres, par pure indélicatesse, s'accaparaient la quasi-totalité de matières plus ou moins utiles, appauvrissant la terre nourricière et étouffant toute forme d'empathie, tout ça pour une courte et illusoire sensation de pouvoir. Tous, sauf à me faire mentir un de ces matins, par une rencontre que je ne souhaite pas, ont été soufflés un jour de grand trouble, dont je ne sais s'il fut causé par une colère divine, je n'ai pas envie d'y croire, ou un long cauchemar qui dilate le temps, au point, mais comment le savoir, de gommer les frontières entre fantasme et réalité. Ouais, je ne me sens pas assez starbé pour ce genre de scénario psy. En fait, je me sens très bien. Il est peut-être utile de préciser que le réseau électrique est totalement dead. En revanche, l'eau continue de couler des robinets. Et pour tout dire, je m'en sers peu. D'abord, je bois beaucoup d'alcool. Ensuite, j'ai pris l'habitude de me laver rarement. Quand il le faut, je me récure avec une eau vive et glacée dans la nature. Par ailleurs, je défèque dans les bois autant que possible. Les avantages de l'abolition de la propriété, c'est que tout est à moi et que j'en dispose à ma guise. Exercice pratique. La masse trouvée dans un garage est à moi. Tout comme le garage d'ailleurs. La grosse voiture de commerçant gavée de fric, garée sur la place du jet d'eau, est à moi aussi. Tout comme la place et le jet d'eau. J'ai défoncé la grosse voiture avec la masse, toutes deux propriétés personnelles. C'était très stimulant. Un défouloir ultime. Remplacez la masse par une boîte d'allumettes et la voiture par une belle maison isolée, et vous aurez une idée de ce qui m'a occupé une bonne partie de la journée. Et de la nuit. C'était très beau. Et peut-être imprudent. J'ai volontairement mis entre parenthèses ma contribution à ce journal, car un événement de taille a accaparé toute mon attention ces derniers jours. Cela s'est passé un matin frais et ensoleillé, ressemblant à ce que pouvait être le mois d'avril avant. Premier choc. J'ai vu passer une ombre longue et ondulante sur le mur de la cuisine dans laquelle je croquais des biscottes aux céréales. Je me suis approché doucement de la fenêtre. Nouveau choc lorsque je croise un des plus beaux regards jamais vus. Des yeux verts, puissants, tendres et craintifs. Ceux d'un chat. En dehors des piafs et de quelques animaux sauvages, c'est la première fois depuis bien longtemps que je croise une bête civilisable. Il s'est enfui aussitôt. Je ne l'ai revu que le lendemain matin. La veille au soir, j'avais déposé sur le rebord de la fenêtre une écuelle de lait, indiscutablement vide à mon réveil. À nouveau, l'animal s'est carapaté en devinant ma présence. J'ai alors décidé une opération ravitaillement, pédalant comme un dératé au rayon du supermarché que jusqu'alors j'avais dénigré, le rayon animalerie. J'ai fait le plein de croquettes et de pâtés diverses et variées. Sur une inspiration, j'ai ajouté une babale jaune et une fausse souris fabriquée en Chine. J'ai passé les 10 jours suivants à tenter d'apprivoiser la bête, mes progrès se mesurant en centimètres nous séparant et en secondes nous dévisageant. À l'heure où je décide de rapporter cette très importante partie de ma nouvelle vie, cette chatte, j'ai vérifié, et moi, passons le plus clair de notre temps ensemble et partageons notre couche. Je l'écris sans fausse modestie, nulle chatte ne fut plus heureuse à travers les époques.
Je mène à ses côtés une paisible cohabitation que seule l'absence de sexualité empêche d'être parfaitement assimilée à une vie de couple. Aujourd'hui, j'ai accordé une longue pensée à mes morts et aux belles choses disparues. C'est la première fois depuis le grand merdier sans nom. Leurs visages ont déboulé sans crier gare tandis que j'étais allongé dans la pénombre sur mon lit. Je ne saurais dire si l'environnement était propice à l'apitoiement, mais tandis qu'avec une acuité surnaturelle étaient exhumés les visages et les noms, les choses et les non-choses, je n'ai pu retenir une cascade de larmes complaisantes. Ont ainsi défilé dans un merveilleux agencement et un temps d'exposition parfait et adapté à chacun, la force physique de ma grand-mère, une brute à corte, moderne et tyrannique, à un florilège de shoot d'un érotisme passé, des mains de A au décolleté de Z, le cul de ma femme, l'humour et la sensibilité de mon fils, âgé de 14 ans lors de son probable décès, je ne saurais jamais s'il était pédé ou non, la félinité de mon meilleur ami, le regard inexplicablement humain de mon voisin, l'odeur de levure de mon beau-père, une robe de cet été-là, aperçue de biais par la vitre d'une voiture. En tout cas, il fait un très beau ciel bleu, et les oiseaux me semblent plus nombreux et plus bruyants qu'avant. Avec les premiers beaux jours, je me suis décidé à tenter l'expérience de vivre nu. Je me suis baladé à poil dans les rues et les chemins, les magasins abandonnés. Je pensais que débarrassé du regard des autres, j'y trouverais une forme de liberté pure, suprême. La question de la pudeur est soulevée, pudique par rapport à qui exactement? Je ne sais pas, mais toujours est-il qu'au bout de 48 heures, j'ai cessé de me balader les baloches à l'air. Suite à cet essai peu convaincant, j'ai entamé ce qu'on pourrait appeler ma Fashion Week perso. J'ai vidé les dressings disponibles les uns après les autres, me suis imposé de longues séances d'essayage, me suis admiré dans les miroirs. Un jour, j'ai été en costard-cravate, le lendemain en ado gothique, puis en belle robe fleurie, ce qui m'a naturellement poussé à me maquiller comme une pouffe. Mais ça aussi, je m'en suis rapidement lassé. À l'heure où j'écris, et tandis que la température le permet, je porte des tongs, un jean déchiré et un t-shirt délavé et détendu. Je suis bien. Après pas mal de bricolage, j'ai réussi à arrimer une espèce de carriole au cul de mon vélo. Hyper pratique pour faire le plein au supermarché. Je me suis également servi de cet attelage pour trimballer un salon d'été et l'installer au bord du lac. Un fauteuil, une table basse, un tapis, un matelas. J'y passe de longs après-midi à bouquiner, à pêcher. Pour le moment, je n'ai attrapé aucun poisson. Mais pourquoi m'emmerderais-je alors que j'ai des centaines de boîtes de thon et de miettes de crabe à disposition? Pour la première fois de ma vie, grâce à ces moments sur la plage, je suis bronzé. Sensation sur la planète du vide. Je ne suis plus seul. La tant redoutée perspective de croiser un pauvre con dans la même situation que moi, je l'ai déjà dit, ne m'emballait pas plus que ça. L'hypothèse la plus crédible dans mon esprit était d'affronter des hordes sous-hommes assoiffés de sexe et de bidoche. J'avais échafaudé des stratégies hyper chiadées pour assurer l'inviolabilité de mon trou du cul et accessoirement ma survie.
Pour cela, je me suis entraîné au maniement de 2 armes trouvées dans un logement au mur couvert de salpêtre. 2 pétoirs de chasse qui, nonobstant mon ignorance totale en la matière, m'ont semblé tout à fait rustiques. Les 2 flingues sont suspendus au-dessus d'une commode sur laquelle j'ai entassé une quarantaine de cartouches rouges et vertes. Et bien sûr, ce matin, en me rendant au supermarché pour la séance de pillage habituelle, j'ai oublié d'emporter un fusil. En remplissant un caddie de victuailles dans la pénombre du magasin, j'ai pour la première fois depuis des mois entendu un bruit humain. Un bruit de pas. Rien n'est plus humain qu'un bruit de pas. Gros frisson. Premier réflexe, je suis resté immobile. Étendu l'oreille, là où les personnes dans l'allée voisine ont semblé adopter la même tactique. Avec un certain sang-froid, j'ai attrapé une bouteille d'huile d'olive et me suis préparé pour une offensive. J'ai couru en hurlant et en tapant des talons, astuce sonore dont l'objectif est de prendre un ascendant psychologique sur l'adversaire par la peur. J'ai pris un virage assez cartoonesque, faisant des moulinets que j'espérais effrayants, avec mon bras tenant la bouteille, et je me suis retrouvé nez à nez avec une femme qui criait plus fort que moi. La terreur psychologique, ça marche. J'ai baissé le bras, envoyant ainsi un message de bonne volonté. Pénombre ou pas, il était impossible de donner un âge à cette femme. La fourchette raisonnable, c'est entre 30 et 60 ans. Laide, assurément. L'ironie de la situation m'a tout de suite sauté à la figure. La seule femme survivante à mes côtés ne sera pas Penelope Cruz ni Monica Bellucci, mais un laideron aux origines indéfinissables. Haïtienne, malgache, elle avait vraiment les jetons. Elle portait 2 cabas, tous 2 dégueulant d'emplettes. J'ai fait ce que toute autre personne aurait fait à ma place. J'ai tenté la conversation. Nada, pas un mot, ou plutôt des dénégations énergiques qui enlaidissaient davantage sa figure monstrueuse. Je me trouvais face au bon vieux problème de la barrière de la langue. Ça peut paraître frustrant, emmerdant. Moi, j'ai ressenti du soulagement. Par signe, je lui ai enjoint de me suivre à l'extérieur, sur le parking merveilleusement vide et silencieux. En plein soleil, le tableau était vraiment affligeant. Cheveux dégueulasses, strabisme, dentition largement incomplète. J'ai décidé de laisser le vélo sur place et de regagner ma base à pied. Elle m'a suivi en boitillant, me donnant l'impression qu'elle avait une patte plus courte que l'autre. Et voilà. Ça fait maintenant une dizaine de jours que je cohabite avec le mannequin de l'Apocalypse. Nous faisons chambre à part. Ce n'est pas négociable pour moi. Nous ne progressons pas dans nos échanges. Elle n'a pas lâché un mot intelligible depuis notre rencontre. Je ne fais aucun effort pour l'aider. Pas du tout envie de me retrouver dans un plan « moi Tarzan, toi Jane ». En plus, on ne se comprend pas si mal avec nos gestes et nos regards. La poupée maléfique, je m'en doutais, a tiqué quand elle a vu la chatte. Par une gestuelle sommaire mais péremptoire, je lui ai fait comprendre qu'il était formellement interdit de zigouiller mon amie et de la bouffer. En temps normal, je me serais reproché cette pensée raciste. Les temps changent. Je n'ai plus qu'elle à moquer. Ça fait bien un mois que je n'ai plus touché à ce journal. J'y reviens avec un certain plaisir, même si rien de notable n'est venu rompre le train-train de ma vie aux côtés de la chatte et de l'impératrice d'Hécatie. En vidant les bibliothèques de plusieurs belles baraques, j'ai entassé bon nombre de classiques de la littérature russe. C'est l'occasion ou jamais de m'y attaquer. J'ai fait provision de clopes et de sucreries, je me suis trouvé une terrasse ombragée, un rocking chair, en me fixant l'objectif de rattraper le temps perdu. Bon, finalement, je me suis refait tous les Astérix et tous les Tintins, trouvés dans les allées désertes de la médiathèque. C'était vachement bien. Je reprendrai Tolstoï cet hiver. Après avoir trouvé une guitare dans une chambre d'adolescent, je me suis imposé le challenge d'apprendre à jouer de la musique. Ça manque un peu, la musique, pendant la fin du monde. Il m'a fallu quelques semaines pour jouer Starman. Les accords sont tremblotants, je chante en yaourt, mais ça fait du bien au moral. La bête humaine ne m'accorde pas la moindre attention, tandis que je rends scandaleusement hommage à David Bowie. Je me suis bien habitué à vivre sans lumière artificielle. Je vis donc au rythme du soleil, et certains soirs à la lumière d'une bougie. J'en ai stocké plusieurs centaines en réserve. C'est très rassurant. J'ai repris le tabac. Ça faisait 5 ans que j'avais arrêté de fumer. Qu'est-ce qui pourrait bien m'en empêcher maintenant ?
Il y avait 3 bureaux de tabac dans le village du temps de sa splendeur. Le stock monumental de clopes, c'est pour Bibi. Avec la petite mochetée, on ne s'embarrasse toujours pas de vaines complications dans nos échanges. Elle vit à pas menus, à la fois muette et bruyante, active et maladroite. Échappant par mégarde un borborigme en guise de conversation, elle s'occupe de sa petite trogne fanée sans jamais me donner l'impression de me considérer davantage qu'un grain de riz au fond d'un bol. Son égoïsme buté a quelque chose d'humoristique et me tient parfois dans de longues et discrètes séances de scrutation fascinée. Son air est si extraordinairement buté. La camarade survivante n'a rien d'une vis comica. La nuit dernière, j'ai tardé à trouver le sommeil. Je m'apprêtais à allumer une bougie pour bouquiner un peu quand j'ai senti la présence de la limace irradiée. Elle s'est approchée et s'est glissée dans mon lit sans y être invitée et sans un mot, ni même un grognement. Et c'est ainsi que j'ai pénétré ce que j'imagine être le dernier vagin de l'humanité. Pas par effraction, non, mais avec une retenue que l'on peut qualifier de surprenante quand on pense aux longues semaines homeless de ma teub. Une fois consommé cet acte, par ailleurs peu satisfaisant, je ne saurais dire si je ressens un vertige de postérité ou si cela me rapproche de la plus pure forme d'humilité. Ce matin, quelques heures après ce coït invraisemblable, je me suis fait la réflexion qu'une bonne partie des mâles de la génération X, dont je fais partie, ont violemment subi l'érotisme de Donna Summer. Et moi, j'en suis là. Je n'ai jamais porté un intérêt très poussé aux affaires de religion. C'était pour moi une simple faille éducative, couplée à un dysfonctionnement panurgique. Rien de bien méchant, ni de très excitant. Ça m'intéressait aussi peu que la politique ou l'astrologie. C'est une des raisons pour lesquelles les gesticulations et les incantations du zombie domestique me fascinent. Elles consacrent une bonne heure chaque jour à exécuter une sorte de prière. Elle est ridicule, mais presque attirante dans sa transe à 2 balles. Je me rends compte qu'une chier de mots, d'expressions et de concepts sont subitement devenus obsolètes. Grégaire, homosexualité, révolution, journal de 20 heures, vacances, salaire, calendrier. Que veux-tu faire de tout ce vocabulaire pour un autre monde ? Aujourd'hui, sur ma bicyclette, le fusil en bandoulière, à l'image d'un Corse en route pour une sanglante vendetta, j'ai à nouveau pédalé vers mon destin de baigneur. J'ai traîné la naïade cubique dans la carriole. Une sorte de balade sentimentale, quoi. Le faible clapotis des vaguelettes distillait sur la plage grisâtre un ennui apaisant. J'ai couvert d'un crawl délié les quelques longueurs séparant la rive d'un plongeoir lacustre, abandonné au milieu des eaux, telle une embarcation dérivant vers la brume enveloppant le néant, tandis que la loutre, affalée dans le fauteuil, m'observait, sans que je puisse deviner ce qui se passait au fond de sa petite tête. Admirait-elle l'aisance avec laquelle je me déplaçais dans l'eau, ou souhaitait-elle assister à ma noyade ? J'ai bien réfléchi à notre position. Nous sommes 2 épargnés,
3 avec la chatte, d'un monde érogène, corrompu, angoissant et consumériste tout autant que merveilleux. Nos gesticulations quotidiennes, réduites aux seules obligations de la survie, et surtout confinées à notre condition d'unique protagoniste, ne sont que battements d'ailes futiles, mécaniques, vaines. Je me sens pourtant plus vivant que jamais. Je ne serais pas étonné d'apprendre que la calotte glaciaire est en train de se rebecter. Les oiseaux fanfaronnent. Je croise pas mal de hérissons. 2 hérons s'emmerdent placidement près d'une mare municipale et une famille de chevreuils se balade régulièrement dans les rues. Nous n'en sommes pas à nous saluer, mais c'est tout juste. Nous nous sommes obstinés à nous détester, à nous trouer la peau pour des histoires aussi sordides que des divinations, des couleurs de peau, des valeurs chiffrées. J'en ai connu qui auraient même pendu de simples fainéants, si on les avait laissés faire. Puis nous avons été tout aussi têtus à ignorer les conclusions qui s'imposaient. La nature humaine est corrodée, vérolée, pourrie. Les mieux instruits et les plus sensibles d'entre nous ont tenté la compassion, l'amour et le partage, voire l'indifférence. Rien n'y a fait. J'écris à la lueur d'une bougie parfumée. L'incongru s'est à nouveau glissé dans mon lit. Cela devient régulier. Devrons-nous officialiser notre union par une célébration païenne des dernières amours terrestres? Et surtout, faut-il faire un enfant? Est-elle encore en âge de procréer? La baronne des ténèbres peut-elle devenir la nouvelle Ève? Qui éduquera le mouflet? Je ne plaisante pas avec ça. La filiation, la transmission, ce sont des choses que nous n'aurions pas dû négliger. C'est peut-être parce que ma mère a eu la flemme d'avorter. C'est la vérité. Je peux la dire maintenant qu'elle ne la blessera plus, ou qu'elle ne la niera plus. Cette légèreté maternelle m'a lancé dans le grand foutoir planétaire, à fouler la gibbeuse ère de vie en attendant un événement significatif avant de mourir. J'entends un bruit de moteur. Ce n'est pas une hallucination puisque le pouls post-punk s'est levé d'un bond, les nichons ballottants, une sauvage inquiétude éclairant son visage catastrophique. Je lui fais signe de se refoutre au pieu. J'attrape un fusil et quelques cartouches que je glisse dans mon calbut. À plus tard, les amis.